Ouais, Donc, je commence, donc je partage mon écran. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais beaucoup plus poser de problèmes que d'apporter comme d'habitude, en général, donc de solutions. Contrairement peut-être à ce que peut dire l'intitulé de ma présentation. Donc, et puis, il y a du français et de l'anglais parce que j'étais en train de traduire et je n'ai pas eu le temps de tout finir. Donc, Mathematical Foundations of Machine Learning. Je vais beaucoup plus parler des aspects mathématiques qui sous-tendent les méthodes. Et surtout, je vais parler beaucoup plus de réseaux de neurones que d'autres choses. Donc, Machine Learning, pour moi, c'est beaucoup plus Deep Learning et réseaux de neurones. Tout d'abord, donc je ne vais pas répéter les définitions, mais d'une manière générale, le machine learning peut être défini comme des processus qui induisent de l'intelligence, qui donnent de l'intelligence à des systèmes, à des machines. Et puis, il se base sur des données pour entraîner des algorithmes. Et on n'a pas forcément à programmer directement ce que doivent faire ces algorithmes. Donc, ça s'applique dans beaucoup de champs et puis ça se présente sous plusieurs formes, donc statistical learning, methods, des réseaux de neurones, et puis algorithmes génétiques, data mining, etc. Donc, beaucoup de NLP. Donc, il y a beaucoup d'applications et puis beaucoup de manifestations du machine learning. Donc, comme j'avais dit, je vais m'intéresser beaucoup plus au deep learning, donc au réseau de neurones. Je commence, comme je l'ai fait souvent, avec la boîte noire. Donc, nous considérons que beaucoup de systèmes fonctionnent en boîte noire. Donc, on adopte le modèle de boîte noire. Quand je vois, par exemple, cette image, ça me rappelle un chiffre et puis il est impair. Donc, pour d'autres chiffres, mon cerveau agit comme une boîte noire et je vais considérer que c'est toujours une boîte noire et je vais essayer de la simuler et de créer quelque chose qui apprend comme mon cerveau a appris à distinguer les nombres pairs des nombres impairs en regardant simplement un peu la forme géométrique de ces nombres. Beaucoup de questions vont se poser, et donc je vais attaquer le problème sous différents angles. Mais je commence par des choses assez élémentaires. Donc, on s'inspire du réseau biologique de neurones. Un neurone donc, peut être activé par un signal qui vient d'un autre neurone. Il lui est connecté et puis il transmet ce signal s'il passe une fonction d'activation, c'est-à-dire s'il dépasse un certain seuil, il est transmis au réseau, donc à d'autres neurones qui lui sont connectés. Donc, on va essayer de faire un petit peu la même chose dans les réseaux de neurones artificiels, sachant qu'on ne copie pas exactement ce que fait un réseau de neurones, mais on essaie de s'en inspirer et puis, en même temps, de le construire en utilisant des concepts mathématiques. Donc, au lieu du système qui est mon cerveau, qui fait des opérations, je suppose aussi que ces opérations sont continues, qu'il présente une certaine régularité. Donc, je vais utiliser un réseau de neurones. Donc, on va détailler les choses après. Un réseau de neurones qui va s'appuyer sur des paramètres. Donc, au lieu de phi, on va utiliser phi indice θ, qui va prendre des entrées et qui va donc avoir des sorties. C'est un réseau de neurones. Le réseau de neurones va prendre donc, disons, un vecteur ou un tenseur ou un nombre, mais souvent des nombres, un vecteur, des composants, des éléments en entrée, et puis en sortie, il va nous donner un y qui est phi de x. C'est ça ce que fait le système naturel que nous voulons copier. Le réseau de neurones va essayer de faire la même chose, donc il va prendre un x, donc il y aura des traitements, et puis à la fin, nous aurons un z qui est égal à phi indice θ de x, qui est la sortie du réseau de neurones. Et ce que nous souhaitons, c'est que ce z, qui est égal à phi indice θ de x, soit proche de phi.
Et nous allons ajuster les θ, nous allons faire du fine-tuning, donc ajustement, le réglage de ces θ, qui constitue le poids de ce réseau de neurones, de façon à ce que le Z soit proche de Y. Dire que Z soit proche de Y veut dire que nous allons devoir définir une métrique, une distance, une métrique entre Z et Y. Donc, entre l'espace des sorties par le réseau de neurones artificiel et ce que le système donnerait ou donne et que nous voulons approcher. L'exemple, les opérations que l'on va effectuer, donc on prend l'image, d'accord, et puis à partir de cette image, on construit un vecteur qui va constituer l'entrée au réseau de neurones. Ici, nous avons un simple neurone, pas un réseau de neurones, mais c'est juste pour expliquer. Et donc, on va faire un produit scalaire, ce qui va nous donner S, produit scalaire entre le vecteur obtenu à partir d'une image, donc x1 jusqu'à x15, et puis les paramètres ou les poids du réseau de neurones, donc W0 jusqu'à W15. Le x0 ici, c'est pour avoir un biais. Donc, c'est un peu l'image lorsque tout est égal à 0. Et S, donc S, c'est un produit scalaire, ce qui veut dire que nous sommes en train de chercher une similarité, une corrélation entre le vecteur et les poids. Donc, les poids vont essayer d'identifier des patterns, des features dans le vecteur obtenu à partir de l'image. S'il y a suffisamment de ressemblances, donc une corrélation entre parenthèses, si S est grand, nous aurons donc, on va utiliser, donc on va appliquer une sigmoïde à S, donc ça va avoir un nombre, donc ici, 0,5 ou plus. Par contre, si S est petit, donc en particulier si S est négatif, donc nous aurons ici un grand nombre et donc C va être petit et donc Z va être proche de 0. Et puis dans ce réseau, on va adapter parce que ce qui se passe, c'est que nous allons passer par une phase d'apprentissage où il y aura une mise à jour des poids. Ici, dans cet exemple simple, la mise à jour du poids se fait à l'aide de cette formule qui vient donc on va dériver, voir là où il y aura, où le gradient s'annule, donc dérivé par rapport à θ, et donc ajuster les paramètres de façon à ce que justement on atteint un minimum, on minimise l'erreur. Tout ça, on va y revenir. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Bien sûr, en général, on utilise des réseaux beaucoup plus complexes que celui que je vous présente ici. Mais de toute manière, on n'utilise pas un seul neurone. Donc ici, nous avons un vecteur en entrée. Le vecteur va passer par une autre couche et puis par une autre couche jusqu'à la sortie. Et à la sortie, on va calculer une erreur et puis nous allons faire le reste, donc dériver et puis par rapport à chaque poids et ajuster les paramètres. Donc en gros, c'est ça un réseau de neurones. L0, c'est la première couche, donc la couche d'entrée. L1, c'est la deuxième couche. Et puis la troisième couche. Et puis la sortie. Donc, en gros, c'est ça un réseau de neurones. À chaque fois, il y a un certain nombre d'opérations très simples qui s'utilisent, comme on a vu avant. Donc, un produit scalaire. Et puis, donc, je le montre ici. Par exemple, x1, qu'est-ce qu'il reçoit? Il va recevoir le produit scalaire entre ses poids, que vous voyez ici, et les valeurs dans la couche d'entrée. Et donc, il va faire ce produit scalaire et il va x1,2 va recevoir ce produit scalaire bien sûr, lorsque on va le faire passer par une fonction d'activation qui est non linéaire. Voilà, donc c'est ce que va obtenir. Donc, il y a toujours un produit scalaire. C'est une opération très simple, mais elle permet d'identifier des corrélations, des ressemblances. Et puis, une fonction d'activation qui va ajouter de la non-linéarité parce que les problèmes en général sont non linéaires. Et puis, on passe à la couche suivante et on refait un petit peu la même chose.
Donc, cette succession était très magique parce qu'il a permis de construire des fonctions, bien sûr avec des paramètres, qui aujourd'hui créent une révolution ou provoquent une révolution dans tous les domaines scientifiques, technologiques et industriels, comme vous voyez, même sociaux. Alors que les opérations, ils paraissent très simples. Donc, on s'appuie sur un théorème qui s'appelle Universal Approximation Theorem, donc théorème d'approximation universelle, qui dit que si vous avez une fonction suffisamment régulière, on peut toujours l'approcher par un réseau de neurones. Donc, on peut toujours trouver un réseau de neurones comme celui-là qui approche n'importe quelle fonction qui a une entrée et qui a des sorties. Bien sûr, la fonction doit avoir une certaine régularité. Il y a beaucoup de variantes de ce théorème, mais donc on ne va pas entrer dans les détails. Je vais essayer pas de le démontrer, mais de l'illustrer à travers un petit exemple. Donc, si vous prenez ici une fonction qui prend x en entrée et qui sort z, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle prend x, elle la multiplie par w, 1. X, c'est un nombre réel ici, ce n'est même pas un vecteur. Donc, x, elle la multiplie par w, 1. Et puis, il lui ajoute un biais, donc pour avoir ax plus b en gros, donc l'équation de droite. Donc, w1, x plus b1. Et puis, il lui applique sigma, une sigmoïde, sigma de x c'est 1 sur 1 plus exponentiellement x. Et puis, à nouveau, il va multiplier le résultat, donc x1 par w de 1, donc un poids, un paramètre, et lui ajouter b de 1. Donc ici, nous aurons z égale à w de 1, x1 plus b de 1. Si on donne des valeurs comme, par exemple, ici, W1 égale à 6, B1, 1 égale à moins 10, et puis W de 1 égale à 2, et B de 1 égale à moins 10, si je donne des valeurs à cette combinaison de fonctions, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette courbe. Donc, une courbe, voilà, à chaque X, elle donne une valeur. Maintenant, si j'utilise cette fonction, donc elle ressemble un petit peu à la fonction d'avant, sauf que ici, je n'ai pas de biais, je n'ai pas de constante. Donc, je prends x de W11 x plus P11, et puis j'applique sigma, et puis je multiplie par un paramètre, par un poids, W de 1, ça va me donner cette courbe. L'angle ici devient presque 90 degrés. Pourquoi? C'est parce que j'ai bien choisi mon W11 et B11. La même chose ici pour d'autres valeurs des poids et du biais, j'aurai cette courbe. Donc, j'ai deux courbes. Maintenant, si je combine ces deux, si je fais la somme, donc voilà, les mêmes valeurs, sauf que ici, j'ai pris W de 1, x1 plus W de 2, x2. Ça m'a donné une fonction en escalier. Donc, l'idée que je veux passer ici, c'est que si je fais beaucoup de combinaisons, je peux approcher n'importe quelle fonction par une fonction en escalier. D'accord. Si maintenant je change un petit peu les valeurs, j'obtiens donc une fonction. Si j'utilise d'autres valeurs et j'ajoute ici d'autres nœuds, donc j'utilise quand même le nom nœud, je construis un petit réseau de neurones finalement, j'obtiens une fonction voilà, qui fait ça. Donc la fonction x, z en fonction de x, j'ai cette courbe. Et vous voyez que je peux, en combinaison, en ajoutant d'autres nœuds dans la couche cachée, donc la couche au milieu, ça s'appelle une couche cachée, j'ai une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Donc, si j'ajoute beaucoup de neurones, on peut, en ajustant les paramètres, les poids, donc les valeurs des poids, obtenir des fonctions de forme beaucoup plus complexe. Et c'est ça, ce n'est pas la démonstration, mais c'est l'idée derrière le théorème Universal Approximation Theorem, l'approximation universelle.
Maintenant, dans un réseau de neurones, donc on prend des images, ou on prend du son, ou de la voix, ou du texte. On obtient des vecteurs à partir de ce texte et on passe par une phase d'apprentissage et puis le test. Ce qui est bien, c'est que nous avons beaucoup de bibliothèques, beaucoup de logiciels, beaucoup de solutions, de frameworks qui permettent facilement de créer des réseaux de neurones et de les utiliser. Ici, on crée le modèle avec TensorFlow 2 et puis on va donc ajouter une couche d'entrée, une couche cachée et puis ajouter une deuxième couche cachée. Donc, vous voyez, à l'aide, tout simplement, on ajoute au modèle en utilisant donc add, puis voilà les paramètres de add de cette méthode. Voilà, donc, et puis on définit est-ce que c'est une relue, une sigmoïde, etc. Donc, et après, on affiche, donc on compile et on affiche en appliquant ici fit, donc un ajustement des paramètres, et puis on affiche ici les courbes et on voit un peu les erreurs de test et d'entraînement, donc de validation et d'entraînement. Donc, tout est disponible pour que les réseaux de neurones soient utilisés très largement. Voilà, donc l'architecture d'un réseau de neurones, on l'a vu, c'est une couche d'entrée, souvent plusieurs couches cachées et puis une couche de sortie. Et si j'ai mis un seul neurone dans la couche de sortie, mais en général, on peut avoir plusieurs couches, donc ça dépend de ce qu'on va faire avec le réseau de neurones. Est-ce que c'est une classification? Et si c'est une classification, est-ce que nous avons beaucoup de catégories ou pas? Et puis en entrée, normalement, en général, on a beaucoup de nœuds, pas seulement deux, mais là, c'est juste pour illustrer. Donc, il y a le biais, il y a les poids, donc les couches, comme j'avais dit. Et puis, on utilise 4 opérations, parfois on dit 5 ou 6, mais ça dépend de comment on va les classer. Mais ici, je présente les 4 grandes phases dans un réseau de neurones. La première phase, c'est la forward propagation, propagation avant, et puis le calcul de l'erreur totale. Bien sûr, il faut tout d'abord définir une cost function, ou loss function, une fonction objective que l'on sera amené à minimiser et qui définit la distance entre ce qu'on obtient et ce que normalement s'attend à obtenir, ce qu'on souhaite obtenir. Et puis, on calcule les gradients aussi, donc en dérivant la fonction objectif, la fonction coût. Et puis, bien sûr, en utilisant la dérivation, la chain rule, pour pouvoir remonter tout le réseau. Et on met à jour les poids. Donc, en gros, ce sont les opérations mathématiques essentielles que l'on utilise dans un réseau de neurones. Donc, tout d'abord, la forward propagation, donc la propagation avant, on l'a déjà vu. On prend des valeurs en entrée, on multiplie et puis on applique une fonction d'activation. Donc, comme on a vu avant, jusqu'à la sortie. Et puis, bien sûr, à la sortie, on va estimer une erreur totale et puis on va faire la rétropropagation. Donc, la phase 1, donc je passe, dans chaque nœud, on avait dit, on va faire une sommation, donc un produit scalaire entre les paramètres et les composantes de la couche d'avant. Et puis, on applique une fonction d'activation. Donc, sigma de la somme i égale à 0 jusqu'à 2, puisqu'ici, nous avons seulement 2, de AI, le contenu, donc A1 et A2, fois W1 de I à chaque fois. Voilà, donc, comme j'ai dit, c'est juste pour illustrer, mais dans la réalité, nous devons avoir beaucoup de nœuds ici, et, et puis plusieurs couches cachées. Donc, pour ce petit exemple, nous avons ici pratiquement toutes les opérations qu'on doit effectuer. Le neurone B1 effectue les opérations B1, c'est celui-là. Il effectue les opérations, il calcule S11, une somme, et puis il applique à cette somme une sigmoïde.
Et puis, le neurone B2 fait un petit peu la même chose. Et puis, C1 qui est là, lui, il va faire la somme de ce qui est dans B1 et B2 en multipliant par les poids. Et puis, il ajoute le biais. Et puis, il applique la sigmoïde. Et nous avons donc la sortie Z qui est égale à C1. Pour les fonctions d'activation, ici, j'ai utilisé sigma, donc 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Mais on utilise souvent différentes fonctions d'activation en fonction de ce que l'on va faire. Par exemple, en général, dans les fonctions, dans les couches internes, couches cachées, le plus souvent, on utilise une relue qui prend sigma de x, c'est tout simplement le max 0x, donc 0 si c'est négatif et x si c'est positif. Lorsque, bien sûr, parfois, si on peut, donc pour ne pas avoir 0 ici, on peut incliner un petit peu, donc prendre le max 0 et alpha x avec alpha suffisamment petit. Parfois aussi, on utilise d'autres fonctions pour ne pas avoir cette irrégularité ici, pour avoir donc une fonction dérivable en 0. Mais le plus souvent, on utilise relu et puis on propose une dérivée ici, même si elle n'est pas dérivable mathématiquement. On utilise aussi la tangente hyperbolique dans certaines situations, en particulier pour avoir des états cachés, dans les réseaux RNN par exemple, ou LSTM. Sigma, ça nous donne souvent une mesure d'une certaine probabilité. Donc, on l'utilise lorsqu'on souhaite avoir une probabilité quelque part. Toujours dans les STEM, on utilise sigma dans les gates, donc les portes, voilà, pour voir la contribution de la mémoire. D'accord, donc on verra ça peut-être un jour. La tangente hyperbolique normalise en gros parce que finalement on ramène tout à moins 1. Par contre, ici, c'est beaucoup plus utilisé comme j'avais dit, une porte, une gate. Ou alors, à la fin, parfois, on utilise la fonction sigmoïde parce qu'on souhaite avoir une mesure de probabilité. Les fonctions d'activation ajoutent de la non-linéarité, donc ils peuvent séparer des données, même s'ils ne sont pas linéairement séparables. Donc, après, à la phase 2, on calcule l'erreur. Et pourquoi on calcule l'erreur? On calcule l'erreur parce qu'on souhaite mettre à jour, ajuster les paramètres, les W11, W1, etc. Donc, les poids ici, on va les modifier pour que la sortie soit proche de, surtout dans un problème de classification, de la sortie souhaitée, de la sortie à laquelle on s'attend dans la phase d'entraînement, bien sûr, du réseau de neurones. Donc, beaucoup de fonctions peut être utilisées pour mesurer donc l'écart par rapport à ce qu'on souhaite avoir. On peut, donc vous voyez ici, on peut utiliser une erreur quadratique moyenne. On divise par n le nombre total des exemples d'apprentissage. C'est-à-dire on prend les exemples d'apprentissage, on les lance, et puis on prend les sorties et on divise par 1 sur 2n. Le 2, c'est une constante, on peut l'enlever, mais c'est juste parce qu'on a ici 2. Parce qu'on a une puissance 2. Et puis, on fait la somme de YI moins ZI. Donc, normalement, ce n'est pas ce qui s'utilise le plus souvent, surtout dans les problèmes de classification. On utilise beaucoup plus la croissantropie au lieu de... Mais là, c'est juste pour illustrer, pour montrer. Et puis, la troisième phase, on a maintenant la fonction, la lost function, la fonction coût ou de perte, on va la dériver pour rectifier, pour corriger les poids. Donc, l'objectif, c'est utiliser l'erreur, donc ajuster les poids de façon à ce que l'erreur soit petite, soit minimale. Donc, c'est un problème d'optimisation. Comment on fait? On va prendre, donc on va calculer la dérivée
de la fonction E par rapport à W211, W212 et puis à W1, etc. Donc, on va calculer la dérivée partielle de E par rapport à chaque paramètre et puis ajuster ces paramètres. Voilà, donc les dérivées, on les obtient comme ça. Donc, on commence tout d'abord par dériver E par rapport aux poids qui sont juste donc juste avant la couche de sortie. Après, on va utiliser ces calculs pour calculer la dérivée de E par rapport à B0, et puis par rapport à B1, et puis par rapport à B2. Et puis, on va utiliser ça pour calculer la dérivée de E par rapport à W1, 1, 1, 1, et puis 1, 2, 1, etc. Donc, de la couche d'avant. Et c'est ce qu'on appelle la rétropropagation. On commence par la fin et on recule. Rétropropagation de l'erreur ou du gradient donc pour calculer les gradients par rapport au poids. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Comme j'avais dit, on commence par calculer la dérivée de E par rapport au dernier, au poids W211, celui-là. Il est facile à obtenir puisque E, c'est tout simplement 1 sur 2n, sigma égale à 1 jusqu'à n, y moins z au carré. Donc, et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend un exemple, pas tous les exemples, on prend un exemple, on fait de la propagation avant, et puis on dérive juste pour cet exemple. Exemple par exemple, donc on parle d'optimisation stochastique et on va discuter tout ça vers la fin ou certainement une autre fois, puisque vers la fin. Donc nous obtenons donc les dérivés, par exemple, dérivée de E par rapport à Z, tout d'abord c'est moins Y moins Z, et puis dérivée de Z, etc. Donc on va utiliser la règle de la chaîne et obtenir donc la dérivée de E par rapport à W. Donc 2, 1, 1, et puis on va continuer pour obtenir la dérivée de l'essentiel. C'est que, donc je vais partager avec vous les diapositives après. Vous pouvez donc revoir un peu ce que je saute ici. L'essentiel est qu'en se rappelant des formules qui nous ont permis d'aller de A1 à 2 jusqu'à Z, et en remontant, on va pouvoir calculer les W, donc 2, 1, 1, etc., jusqu'à la dérivée de E par rapport à W1, 1, 1, vous voyez ici. Donc, toujours puisque c'est une fonction composée, donc j'utilise la règle de la chaîne et je développe chaque terme. Donc ici, on voit un peu comment on développe chacun des termes. Delta Z, c'est tout simplement ça. Delta Z, c'est Z moins Y, Z, 1 moins Z. Donc, on a mis delta Z, puisqu'on va le retrouver un peu dans toutes les formules, toutes les expressions. Donc, on a préféré lui donner un nom. Voilà, donc delta Z. Et finalement, donc, parce que vous allez vous ennuyer si je lis tout ça, nous aurons ça. Nous aurons donc delta Z, c'est ça, et puis la dérivée de E par rapport à W, 2, 1, 0, c'est-à-dire par rapport à celui-là, c'est delta Z, et puis par rapport à ce deuxième poids, c'est delta Z fois B1, et puis delta Z fois B2. Donc, vous voyez, même la formule, elle est facile à programmer. Donc, c'est delta Z, et après, ici, puisque nous avons 1, donc ça donne delta Z fois 1, et puis pour les autres, ça va donner delta Z fois B1. Donc, B1, c'est quoi? C'est le contenu de ce neurone, le résultat de ce neurone qu'on a obtenu avant. Donc, il faut le préserver dans la propagation avant. Et puis, delta E sur delta, la dérivée de E par rapport à W, 2, 1, 2 va donner delta Z fois B2, ce qu'on a ici. Et puis, pour la suite, on va avoir un delta B1. Et puis, un peu une formule qui ressemble à celle-là. Donc, les expressions, ils sont élégantes. Voilà, donc
C'est ça un peu la rétropropagation du gradient. On va obtenir le gradient, la dérivée de E, donc le gradient de E par rapport à tous les poids en remontant le réseau à partir de la fin. Voilà, donc ici, on le présente d'une manière plus... Voilà, donc il suffit de calculer delta Z, puis delta B1, et puis delta B2, et puis on multiplie par donc A1, A1. Voilà, donc ça nous donne le gradient. Après, quand on a le gradient, on fait la mise à jour donc des poids. Donc, on peut le faire simplement en prenant, regardez ici, donc j'ai θ k plus 1 égale à θ k moins alpha k, la dérivée de E, dérivée partielle de E en θ k par rapport à dθ. Donc, en particulier, on peut voir ici comment on peut mettre à jour, dans l'exemple qu'on a entre les mains, chacun des poids. D'accord, donc pour un 0 à k plus 1, puisqu'on va itérer, donc on va faire ça à chaque fois pour chaque exemple, donc un peu de l'ensemble des exemples d'apprentissage. Donc, et on illustre ça en disant qu'on va suivre une pente. Bien sûr, en général, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est juste pour simplifier. Et on cherche à aller vers le W étoile, qui est un minimum local, mais on espère que ce soit un minimum qui nous donne des poids qui permettent de généraliser, parce que c'est ça l'objectif, généraliser, c'est-à-dire si j'applique le réseau de neurones à des exemples non vus dans la phase d'entraînement, ça me donne la bonne solution, la bonne prédiction. Voilà, donc maintenant, donc ce réseau de neurones, donc j'avais dit, on va prendre donc les couches. Nous avons la sortie. Parfois, on a une seule sortie quand on a une classification binaire, par exemple, et on peut avoir souvent beaucoup plus de couches cachées que ce que j'ai mis ici. D'accord, ça c'est juste. Donc maintenant, le fait d'utiliser un réseau de neurones comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, je l'ai fait au début. Le vecteur x1, x2, x3, x4 jusqu'à x15, c'est une image avec 5 pixels x 3, je pense, 3 pixels x 5, dans laquelle j'ai écrit 5, ou j'ai écrit 3, ou j'ai écrit 2 ou 4. Donc, je transforme une image en un vecteur et je perds, du coup, certaines propriétés de proximité ou de localité. Comme vous allez le voir ici, si je prends cet arbre, et je transforme l'arbre en un vecteur, je vais obtenir ça, un vecteur. Donc je l'ai fait manuellement et puis j'ai juste réduit la taille, mais c'est exactement ça. Donc, prendre la première ligne et puis juxtaposer la deuxième ligne, la troisième ligne. On perd ce qu'on a localement ici. Si je prends un petit carré ici, j'ai quelque chose, un feature, j'ai une caractéristique de l'image. Si je prends un petit carré ici, j'ai une autre caractéristique. Donc, le fait de transformer une image en un simple vecteur et puis que j'envoie dans un réseau de neurones, etc., il y a une perte de la sémantique de l'image quand je la transforme en vecteur. Et puis, il y a le fléau de la dimensionnalité, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de poids ici, parce que nous avons une image. En général, les images sont beaucoup plus grandes que celle-là, de taille beaucoup plus grande que celle-là. Donc, il y a le fléau de la dimensionnalité, c'est-à-dire que le nombre de paramètres, des poids, va être très, très, très grand. Et puis, ça augmente exponentiellement le nombre de connexions. D'où l'idée de considérer les propriétés locales de l'image, et puis des réseaux convolutifs. Je vais présenter c'est quoi les réseaux convolutifs rapidement, très très rapidement. C'est que nous allons considérer des filtres comme ça qui vont parcourir l'image, qui vont identifier dans l'image des bords.
les bords. Par exemple, pour l'arbre, nous avons les bords ici, d'accord? Donc, qui sont identifiés par cette matrice. Ça, c'est vraiment l'application de ça à ça. D'accord. Donc, bien sûr, dans les réseaux de neurones, on ne va pas donner des valeurs à ces filtres, à ces matrices, ces petites matrices. Ils vont être apprises dans la phase d'apprentissage. Donc, dans la phase d'apprentissage, le réseau lui-même, à l'aide de la rétropropagation que j'ai montré avant, va construire des filtres en fonction des features, des caractéristiques qu'il va rencontrer dans les images qui constituent un peu son exemple d'apprentissage. Ces exemples d'apprentissage. Voilà, donc ici, on voit un peu comment donc c'est juste un produit scalaire. Donc, entre ce petit filtre et bien sûr, je vais parcourir toute l'image. Quand je dis produit scalaire, ça veut dire que je suis en train de chercher en quel endroit je vais retrouver le filtre, d'accord? La correspondance. À quel moment ça va correspondre à ce filtre. Donc, c'est ça le processus de convolution. Ici, mathématiquement, voilà ce que ça donne. Donc, je prends ce filtre, je multiplie, voilà l'opération, j'obtiens ça. Donc, je vais encore accélérer plus. Donc, ça permet maintenant de réduire le nombre d'opérations, donc le nombre de nœuds, puisque le filtre, on va utiliser un filtre pour parcourir toute l'image. Donc, on va partager les poids. Donc, les mêmes poids, W1, donc si je mets ici W1, W1, 2, etc. Donc, ce même poids, je vais l'utiliser pour parcourir toute l'image. Dans la pratique, comment on utilise les réseaux convolutifs? Les réseaux convolutifs, on prend un certain nombre de filtres. Au début, je mets des nombres aléatoires dans les filtres. Et puis, dans la rétropropagation, ils vont être ajustés. J'ai déjà parlé du mot ajustement des poids. Donc, on va ajuster les poids qui sont quoi? Quels sont ici les poids? Ce sont les valeurs qui sont dans ces filtres. D'accord? Donc, par exemple, je peux utiliser 3 filtres de convolution, ou 10, ou 20, donc ça dépend de l'architecture du réseau de neurones que je vais utiliser. Donc, à partir de ces 3 filtres, donc je vais obtenir ici 3 matrices, 3 feature maps à partir de la première matrice d'entrée, et ainsi de suite. Je fais aussi du max pooling. Max pooling veut dire que je prends, par exemple, dans cette matrice, je prends les 4 cellules qui sont là et je prends juste le maximum. D'accord? Regardez ici, j'ai pris 174, 174, 48, 48 et j'ai mis 174. Et puis, je prends les 4 suivants et je prends, d'accord, 174 jusqu'à ici 1, 1, 1. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de compresser l'image en quelque sorte, de réduire la taille de l'image et ainsi de suite. Donc j'alterne convolution, relu aussi, elle enlève tout ce qui est négatif et elle garde seulement ce qui est positif. Et puis Max Pooling réduit, donc prend seulement là où j'ai vraiment le nombre le plus grand, donc ce qui est vraiment. Parfois on utilise je prends la moyenne, mais souvent le Max Pooling. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que les premières couches convolutives vont identifier des contours comme ça. Et puis, les deuxièmes couches convolutives, après la compression, vont identifier, puisque je vais les appliquer à ces bords. Donc, vont de plus en plus identifier des éléments plus abstraits et plus globaux de l'image de départ. Et à la fin, donc, je fais donc fully connected layer, donc pour finalement dire que est-ce que c'est une voiture ou un arbre ou un homme ou un chat ou un chien. D'accord. Voilà, donc il y a aussi les réseaux génératifs, mais je passe très rapidement. Et il y a aussi la topologie
Topological Data Analysis, qui essaye donc par d'autres procédés, donc, nous allons présenter une autre fois, d'identifier des features, des patterns dans une image. Et puis d'identifier seulement, pour faire par exemple une classification, donc d'identifier ce qui est invariant entre deux images. Par exemple, si je prends une image comme ça, voilà, donc ce qu'on va essayer d'obtenir, je vais très vite, voilà, parce que on va lui consacrer donc un moment, une présentation après. On va identifier les trous, donc les invariants topologiques, combien j'ai d'éléments connexes, un élément connexe, deux éléments connexes. Donc, on fait une certaine algèbre, une topologie algébrique pour identifier des invariants dans une image. Par exemple, si je prends ces points, en tant qu'être humain, je me dis que ces points, ça ressemble à un cercle. Mais comment je peux faire pour que l'ordinateur, lui aussi, voit ça comme un cercle? Je vais prendre chaque point et je vais le gonfler. D'accord? Je gonfle les points, je les gonfle, vous voyez, jusqu'à ce que ça constitue un seul point. Et dans ce processus de gonflage, je vais voir quels sont les éléments connexes qui se constituent et voir est-ce qu'ils durent, ils persistent ou est-ce qu'ils meurent rapidement. S'ils meurent rapidement, je dis que ce n'est pas important, ça ne représente pas une information pour moi. S'ils persistent, ça veut dire que ça représente quelque chose d'intéressant. Voilà, donc on passe par des diagrammes de persistance, une homologie persistante, et puis voilà. Donc, ce qui persiste, ça veut dire que ça contient de l'information. Ce qui ne persiste pas, ça veut dire que c'est juste un bruit, donc on ne va pas en tenir compte. Voilà. Et les éléments qui persistent aussi ici, à l'aide de ce barcode, sont les composantes qui portent de l'information. Donc, cette topologie algébrique, donc bien sûr, il y a beaucoup de logiciels qui ont été développés pour ça. Donc, vous voyez ici, on gonfle les points, on va les gonfler, et puis jusqu'à ce qu'on ait une seule roue, disons. Et on va se dire, tous les autres points, c'était juste un bruit. C'est juste un bruit. Nous n'avons qu'un seul objet. Voilà, donc je passe ça. Bien sûr, c'est utilisé pour identifier des animaux, dire ça c'est un chat, c'est un chien, etc. Et vous voyez que bien sûr, ici on a utilisé un clustering en utilisant la topologie algébrique TDA, donc Topological Data Analysis, et on voit que les images, et les chameaux par exemple, ils sont là. D'accord? Les chats, ils sont là. Alors que les chats, regardez, ils ont des formes différentes. Mais ils ont une topologie, ils ont des invariants, ils ont des choses qui restent constantes, qui persistent. Et cette persistance, c'est celle que l'on mesure avec la TDA et qui permet de classifier, de clusteriser, de grouper, de faire un regroupement de différentes formes géométriques 3D dans le cas qu'on a ici. Et puis, autre application mathématique pour les réseaux de neurones, et je vais y aller très très vite, c'est que nous espérons, au lieu d'avoir des couches discrètes, donc depuis le début, je vous avais dit, couche d'entrée, couche cachée, et puis couche de sortie, est-ce qu'on ne peut pas construire une fonction continue, et l'information va circuler du début jusqu'à la fin? Donc, la réponse est oui. On a eu ce qu'on appelle les neural ODI, des réseaux de neurones à base d'équations différentielles ordinaires et qui ont apporté beaucoup de solutions et qui ont été utilisées dans d'autres domaines. Donc, je passe tout ça et je vais bientôt terminer. Une dernière application des mathématiques, c'est que
Donc, jusqu'ici, depuis le début, je vous disais qu'on va prendre des exemples et puis on va les apprendre. Les exemples peuvent représenter des nœuds, donc V6, V5, V4, etc., des nœuds d'un graphe. Par exemple, si je prends des chats ou si je prends des êtres humains, des personnes, je vais apprendre ces personnes, leur visage. Mais Facebook, il fait plus que ça. Il reconnaît les visages des gens, mais il reconnaît aussi les liaisons entre ces gens. Donc, et comment je peux avoir des nœuds, donc des personnes, et puis des liaisons, et comment je peux exploiter tout ça à l'aide d'un réseau de neurones. Pour exploiter tout ça à l'aide d'un réseau de neurones, je dois exploiter la structure de graphe qui est entre les données, les liaisons de graphe, les liaisons entre les données. Donc, on fait un apprentissage standard des nœuds à l'aide d'un réseau de neurones, mais en plus de ça, je veux que cette représentation des nœuds représente aussi les liaisons entre les nœuds. Comment on fait ça? Donc, bien sûr, ça a beaucoup d'applications. Aujourd'hui, bien sûr, dans les molécules, la recherche des vaccins, des médicaments, c'est très utilisé, mais aussi avec Facebook ou tout simplement des communautés. Donc, on peut utiliser les réseaux de graphes. Donc, comment on va faire ça? On exploite un certain nombre de choses qu'on a déjà vues. Par exemple, ici, on a vu que les réseaux convolutifs exploitent la proximité des nœuds pour propager, d'accord, pour rechercher une information. Donc, il utilise la localité. Mais aussi dans le langage, dans le réseau RNN et LSTM, on fait propager une information sur la phrase, donc dans la représentation des mots dans une phrase. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, on va les appliquer pour faire du graph embedding, pour représenter le graphe à l'aide donc on utilise aussi des notions de word embedding et de LSTM, etc. Donc, tout ça, on va l'utiliser pour le réseau, pour le graphe. Comment on fait? Regardez, nous avons un graphe. D'accord? Ici, dans une image, on prend, excusez-moi, donc dans une image, on prend 9 nœuds et on analyse un peu les correspondances puisqu'on va faire le produit d'un filtre avec ces 9 nœuds. Et puis on applique une fonction d'activation. Ici, de la même manière, on va faire la même chose. Donc, il me reste très peu de temps. Donc, je vais terminer bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi, dans les graphes, on va prendre le nœud, par exemple ici, V5, et puis on va lui appliquer, le faire influencer par les nœuds V6, V1 et V4. Pourquoi? Parce qu'il est lié directement, ce sont des nœuds adjacents. Donc, voilà, on va le faire ici. Chaque nœud est représenté par un vecteur en utilisant du graph embedding ou des techniques, ou alors tout simplement en les numérotant 1, 0, 0 avec du one-hot embedding, du one-hot encoding. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour chaque nœud? Ici, on va prendre par exemple le deuxième, le nœud qui est là. Mais on va faire ça en parallèle à tous les nœuds. Je prends le V2, ce nœud. Et je vois que V2 est adjacent à V1 et V3. D'accord? V1 et V3. Donc, et puis, il est adjacent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir une fonction f qui va me donner un message, qui va créer un message, on appelle ça message, en utilisant la valeur de V3, de V2 qui est concernée, et la liaison entre eux, et puis la même fonction f pour V1, V2 qui est concerné, et V1 parce qu'il est adjacent, et puis la liaison. Donc, et puis qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a les deux messages, on va les agréger. Ça va nous donner un message. Je prends ce message, je le compose avec la représentation que j'ai avant, à l'instant 0, disons H0, 2, du nœud,
Parce que, comme j'avais dit, on commence par une représentation de chaque nœud, un vecteur, 1, 0, 0, éventuellement en utilisant le one-hot encoding. C'est-à-dire, on donne 1, 0, 0, 0 au premier nœud, 0, 1, 0, 0, 0 au deuxième nœud, et ainsi de suite. Donc, et puis, je multiplie et puis j'applique une mise à jour et j'obtiens une nouvelle représentation. Donc, ça, c'est l'idée générale. Après, comment je choisis la fonction f, comment je fais la mise à jour, ça dépend un peu du schéma utilisé. Mais le plus important, c'est que je vais réutiliser ça une autre fois et puis une troisième fois. Voilà, donc jusqu'à avoir pour tous les nœuds donc une mise à jour des nœuds. Finalement, je vais avoir chaque nœud, c'est une sorte de lissage. Chaque nœud contient l'information des nœuds adjacents et puis des nœuds qui sont adjacents à ces nœuds adjacents. Donc, jusqu'à avoir l'information de plusieurs nœuds. Donc, je peux détailler ça après. Une dernière, je vais m'arrêter en introduisant une autre approche des réseaux de neurones, c'est une approche qui s'intéresse, qui utilise un peu la théorie de l'information. Et là, donc là, je vais pas dire grand chose, mais on va certainement réserver une autre présentation à ce sujet parce qu'il est vraiment intéressant et il est à la mode et on doit le découvrir ensemble. Mais je présente ici l'entropie. Si nous avons une variable aléatoire, l'entropie, c'est sigma, la somme, donc c'est l'espérance, c'est la somme de P de X log 2 de P de X, avec un signe moins 1. Et qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, gives un peu l'information qu'un exemple, la donnée d'une occurrence de X, la quantité d'informations qu'elle me donne, ou bien l'incertitude que ça représente finalement. Et cette incertitude, bien sûr, elle est éliminée par la donnée de X, d'une occurrence de cette variable aléatoire. Voilà, donc ça, on va l'utiliser dans les réseaux de neurones, en particulier dans la cross-entropie. Et puis, nous allons utiliser une autre distance, toujours dans la cross-entropie, mais aussi dans d'autres. Je vais expliquer un petit peu après comment ça peut être utilisé. Donc, la Kullback-Leibler divergence. Donc, c'est la divergence d'une distribution de probabilité Q par rapport à une distribution de probabilité P. Et on va l'utiliser en particulier si, je viens ici, si je considère que chaque couche, donc ici, au lieu de L0, pas au lieu de L0, donc je considère X0 et je considère que ce sont des données aléatoires, donc ça représente une donnée aléatoire, donc c'est une vision probabiliste du réseau de neurones. Ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas que je vais utiliser des formules mathématiques standard, mais c'est la propagation de l'information à travers le réseau. Donc, j'ai ici une information. Cette information, elle est représentée ici d'une certaine manière, et puis elle est représentée encore ici, mais en même temps, nous avons deux informations, surtout dans un problème de classification. Nous avons les entrées, le X, et nous avons aussi le Y, qui sont deux données. Nous supposons qu'il s'agit de variables toujours aléatoires, que ce soit le X et le Y, et que nous avons une information qui se propage à travers ce réseau. Et l'intérêt de l'application de la théorie de l'information au réseau de neurones, c'est d'analyser on va comparer, donc à l'aide de, voilà, maintenant je reviens à ça, et puis à ça, et je vais expliquer. Donc, par exemple, ici, la divergence, donc c'est l'écart ou bien l'entropie relative de Q par rapport à P, on va l'utiliser pour estimer est-ce que la sortie d'un exemple, donc je prends un exemple et je vois la sortie par le réseau de neurones, par rapport à la sortie, à la distribution attendue qui est P, et là, donc je vais la comparer à la distribution obtenue qui est Q.
comme j'avais dit, surtout dans un problème de classification. Et puis, nous avons aussi autre chose que l'on obtient à partir de la théorie de l'information, c'est le I. Le I, ça définit, donc, c'est la quantité d'informations mutuelles entre X et Y. Si je considère que j'ai X un ensemble et Y un ensemble, I, c'est l'intersection entre les deux. Donc, c'est l'information mutuelle entre X et Y. Donc, le I de X et de Y, c'est sigma. Donc, voilà, vous avez la formule. Donc, la probabilité conjointe, et puis log E du rapport de la probabilité conjointe fois le produit des probabilités marginales. Donc, nous avons cette formule. Et à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à chaque fois, calculer le I entre cette couche et la couche le X de départ. Donc, l'entrée, et puis le I entre cette couche et la sortie. Et voir comment ça évolue. Les gens, bon, bien sûr, ils ont fait beaucoup de tests empiriques. Ils ont trouvé que, d'une part, l'information que l'on a dans une couche, au début, bien sûr, l'information importante, elle est mutuelle importante, elle est entre X0 et les couches au début. Et puis, vers la fin, nous avons donc le I de X et puis le I de Y, c'est-à-dire la sortie, qui devient important. Et puis, en analysant cette évolution, ils ont donc proposé plusieurs améliorations des réseaux de neurones d'une manière générale. Mais ça mérite vraiment un exposé à part. La vision stochastique probabiliste d'un réseau de neurones. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie. Et bien sûr, je peux détailler s'il y a des questions. Oui. Hassan. Merci. Oui, merci, M. Jawed, pour votre présentation. Donc, et la richesse surtout, donc il y a beaucoup d'informations. Je pense que ça nécessite plusieurs séances, pas seulement oui, une bien seule. sûr. D'accord. Alors, juste pour discuter un point concernant le choix de la fonction d'activation. Alors, Oui. tout à l'heure, vous avez dit donc, pour la couche cachée, donc il vaut mieux c'est-à-dire choisir la fonction mulot, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, alors, pourquoi? Oui, d'accord. C'est-à-dire, pourquoi ma deuxième question, pardon, M. Jawed. Oui. Alors, nous avons essayé pour le réseau de neurones compétitifs, donc nous avons essayé plusieurs fonctions d'activation pour arriver à choisir la bonne, qui était une fonction dite appelée Search and Converge. Donc, Oui. bon, c'est une fonction qui s'écrit sous forme, c'est-à-dire une constante divisée par 1 plus taux sur T. Oui. Donc, c'est pourquoi cette fonction, parce que d'après l'auteur de cette fonction dit que c'est une fonction qui permet c'est-à-dire à l'algorithme de donner, c'est-à-dire du temps pour chercher, c'est-à-dire le centre des classes, ensuite converger vers les centres des classes. Oui. Voilà, donc le choix de cette fonction dépend de notre objectif, c'est ça? Oui, bien sûr, certainement, Voilà. bien sûr. Oui, Mais oui. je vais beaucoup plus apporter. Est-ce que l'écran est partagé? Oui, non, pour l'instant, non. D'accord. OK, donc Oui. je le partage. Voilà, maintenant c'est bon, je pense. Oui, c'est bon, oui. OK. Donc, pour les fonctions d'activation, bien sûr, ça dépend un peu du problème et puis là où on se trouve. Là où on se trouve. Vers la fin, par exemple, pourquoi Relu est intéressante? C'est juste par hasard. D'accord? C'est juste par hasard. Oui, D'ailleurs, oui. ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'on l'a découvert par hasard. Kane, professeur Mstari, lui, il dit, d'ailleurs, c'est vrai, il l'avait proposé, lui, il est parmi ceux qui l'ont proposé depuis très longtemps. D'accord.
Et puis, bien sûr, après, on a essayé d'expliquer. On a essayé d'expliquer pourquoi Relu donne de meilleures solutions par rapport, par exemple, à la sigmoïde ou à la tangente hyperbolique. Et on a trouvé que lorsque nous avons un réseau de neurones avec beaucoup de couches, Oui. la fonction tangente hyperbolique, c'est une fonction contractante. C'est une fonction qui ramène, on va de moins l'infini plus l'infini vers moins 1, et il est contractante, la dérivée est, je pense, plus petite que 1 quart. Ce qui fait que, en général, donc le maximum il est égal à 1 quart. Ce qui fait que nous rencontrons le problème de la perte de vanishing gradient. Le gradient s'annule lorsque je la compose plusieurs fois. La Relu ne pose pas ce problème parce que la dérivée, c'est 1. D'accord? Ah oui, oui, c'est égal à 1. Et puis, un autre avantage pour la Relu, c'est que quand nous avons des valeurs négatives, carrément, elle annule, prend 0 comme sortie. D'accord, oui. Et ça, c'est positif, intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Il y a ce qu'on appelle le dropout, c'est-à-dire dans un réseau de neurones, de temps en temps. Donc, si vous voyez le réseau de neurones ici, il est où? N'importe lequel. Malheureusement, voilà, celui-là. Donc, dans ce réseau de neurones, qu'est-ce qu'on fait en général? On prend un exemple. Oui. Il traverse le réseau, il me donne une solution, je dérive et j'ajuste les poids. Exactement. Et puis, je prends un autre exemple, je fais la même chose, j'ajuste les poids, le troisième exemple. Ou alors, je prends un batch, c'est-à-dire je prends 10 exemples à la fois, au lieu de… Je ne prends pas 1, je prends 10, ou je prends 32. D'accord. 32 à la fois, c'est mieux que de prendre 1 parce que ça me permet… Mais l'idéal, c'est 1. Et ça aussi, on peut expliquer ça mathématiquement. Le problème, c'est que le réseau de neurones, quand on va ajuster les poids, ils vont s'ajuster par rapport à l'exemple donné. Ce qui est risqué. On peut se trouver dans une situation d'overfitting, de surapprentissage. C'est-à-dire que les poids vont s'adapter pour l'exemple donné ou pour les exemples donnés, ce qui n'est pas… Lorsqu'on sort de ces exemples et on veut appliquer l'algorithme à un cas général, on peut rencontrer des difficultés. La Relu, qu'est-ce qu'elle fait? La Relu, elle annule, elle met 0 parfois dans certains neurones. C'est-à-dire que l'ajustement ne se fait pas pour ces neurones. La tangente hyperbolique est dans des valeurs négatives. Lorsque la valeur est négative. Lorsque la valeur est négative, elle donne 0. C'est-à-dire, parfois, il ignore certains neurones. Le fait d'ignorer certains neurones, pour un certain nombre d'exemples, fait que ça évite de trop s'adapter à un exemple. Et d'ailleurs, ce qui est bien dans le traitement de l'information, ce que j'ai dit vers la fin, et qui mérite vraiment plusieurs, à lui seul, il mérite plusieurs exposés, c'est que les gens ont découvert que ce qui se passe en général dans les premières époques, les premiers apprentissages, première phase d'apprentissage, il se passe une adaptation du réseau de neurones aux exemples. Donc, un peu du fitting, d'accord, de l'ajustement des poids aux exemples. L'ajustement, oui. L'ajustement. Et vers la fin, les dernières époques, le bruit, et c'est pour ça qu'il est intéressant de traiter les données comme des variables aléatoires, les bruits, et puis de manipuler, d'analyser le bruit qui est autour des données. L'apprentissage se fait sur le bruit. Le bruit, c'est-à-dire sur le jeu entre les différences entre les exemples. Et ça permet d'améliorer la généralisation du réseau. Du réseau, d'accord. Le dropout, dont j'ai parlé avant, le dropout, c'est quoi? C'est parfois, je mets 0 dans certains poids. Dans la phase d'apprentissage, parfois je mets 0. J'élimine un certain nombre de neurones. D'accord? Pourquoi? Pour éviter le surapprentissage. D'accord, oui. Et puis, oui, autre chose pour les fonctions d'activation, comme j'avais dit. Ouais. Certaines fonctions ont un rôle spécifique. Regardez, quand je prends la sigmoïde
elle prend un nombre réel et elle me donne une probabilité, en gros, un nombre entre 0 et 1. Oui. Donc, si je veux, bien sûr, vers la fin, vers la dernière couche, je peux utiliser la sigmoïde si j'ai à choisir entre chat et chien. Oui, oui. Ça va me donner une probabilité. Une décision entre... Voilà. Oui. Ou alors, j'utilise une softmax si j'ai plusieurs chats, chiens, cheval, etc. Mais à l'intérieur aussi du réseau de neurones, dans certaines architectures, donc je reviens aussi ici, parfois dans un RNN, ou LSTM, ou même ici, on peut imaginer d'utiliser une sigmoïde pour décider de l'importance que je veux donner à un poids. Mais c'est d'accord. Je vais multiplier un poids par une sigmoïde, par le résultat du sigmoïde. Si c'est 0, il va l'éliminer automatiquement. Si c'est 1, il va le préserver. D'accord, oui. En gros. Oui. D'accord. Donc, tout dépend de... Oui, tout dépend de l'objectif, tout dépend de... Oui, voilà. Par exemple, pour nous, lorsque nous avons travaillé avec le réseau compétitif, alors les vecteurs poids c'est-à-dire on l'initialise par un choix arbitraire de l'échantillon. C'est-à-dire je choisis un nombre, c'est-à-dire d'observations qui vont représenter les vecteurs poids des neurones, c'est-à-dire de la couche cachée. Oui. Parce que l'objectif, c'est une estimation, parce que notre objectif, c'est estimer les centres des classes. Oui. Oui, au début, Voilà. même ici, à chaque fois, c'est-à-dire on présente une observation et on calcule. C'est cette distance, la distance d'activation. La fonction d'activation, c'est une métrique qui calcule la ressemblance entre l'observation présentée et celle tirée aléatoirement comme vecteur poids. Oui. Voilà. Et retenir, c'est-à-dire ce qui est minimal et actualiser le vecteur poids du neurone gagnant. Oui. Voilà. Donc, ça dépend de l'objectif. Bien sûr, ça dépend de l'architecture et des objectifs. Alors, oui. Oui, concernant le réseau de neurones convolutifs, donc ici vous avez parlé du filtre. Oui, le filtre. Donc, qui est généré par le réseau, c'est ça? Par le réseau, oui, c'est lui par le réseau. Oui. Alors, c'est comme le principe de la morphologie mathématique. Oui. Donc, l'utilisation de l'élément structurant, c'est une forme qu'on essaie c'est-à-dire de faire passer par l'image, c'est-à-dire superposer le centre de l'élément structurant par chaque pixel de l'image et dire est-ce que ça coïncide ou non. Donc, c'est exactement la même chose. Ça coïncide ou non, c'est le produit scalaire. Oui. Voilà, oui. Sauf que ici, c'est un petit peu ça la force des réseaux de neurones. Ici, il va être calculé par le réseau. Voilà, donc au début, on initialise, comme vous voyez ici, on initialise par des valeurs aléatoires. Parfois, les gens disent on va mettre 0, les 0. Ça dépend des... Donc, et puis, je continue, je fais beaucoup de choses. Et à la fin, bien sûr, ça dépend est-ce que c'est une classification, c'est une régression, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai ici à la fin? Et en fonction de ce que j'ai à la fin, je vais ajuster les poids. Et automatiquement, les filtres vont prendre des valeurs qui se retrouvent dans l'image, qui correspondent aux patterns qui sont dans l'image, aux caractéristiques de l'image, locales. Les caractéristiques de l'image. Caractéristiques de l'image, c'est ça. Donc, automatiquement, ils vont. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers, parce que j'aurai plusieurs filtres de la première couche, filtre de la deuxième, de la troisième, et les gens, ils utilisent beaucoup de filtres. Plus je vais vers le centre, vers la profondeur, plus ils représentent des filtres composés. Au début, c'est juste le bord, après, c'est les yeux, le nez, etc. Après, c'est tout le visage. C'est ce qui fait que vers la fin, j'ai le visage. Mais bien sûr, si dans l'image, j'ai un cheval, un chat, à la fin, je vais avoir quelque chose qui représente un cheval et un chat. Oui. D'accord. D'accord, merci, M. Jawed. Merci à vous. Il y a des questions, donc je vais essayer de répondre.
Vous m'entendez bien, d'ailleurs, parce que quand Oui, bien sûr, oui, 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 très bien, oui. Voilà, donc une question, quel est le rôle du biais dans un réseau de neurones? D'accord? Donc, je vais répondre. Et puis, oui, je pense qu'il faut plusieurs séances. Oui, bien sûr, on va détailler ça. Mais j'ai voulu donner un avant-goût, donc une idée générale de ce qu'on peut faire. Et puis, la fonction relue est dérivable une seule fois. Non, il est dérivable. D'accord. On fait beaucoup de bricolage donc, dans les réseaux de neurones. Donc, même si ce n'est pas dérivable, on donne une valeur à 0. Là où il n'est pas dérivable, on donne 0, par exemple. Est-ce qu'il y a les attestations? Oui, bien sûr. On va pas donner une attestation pour chaque séminaire. On va essayer de donner 3 ou 4 attestations pour toute l'année. D'accord? Donc, pour vous encourager à... Pour étant voir, oui, l'aspect gestion, marge d'erreur, oui, bien sûr. Oui, Inch'Allah. Voilà, donc je réponds. Le biais, c'est tout simplement, c'est comme si je veux approcher des points par une droite. La droite ne passe pas forcément par l'origine. Donc, le biais, c'est ce qui fait un petit décalage par rapport à l'origine. Parce que s'il n'y a pas de biais, ça veut dire que la droite passe par l'origine, que l'alignement des valeurs, par exemple de x dans la couche d'entrée, passe par l'origine, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est juste un enrichissement de... Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Mais j'ai quand même une petite remarque que je veux passer, c'est que les réseaux de neurones ont été proposés au début des années 40. Et vers la fin, surtout vers la fin, on a prononcé le mot intelligence artificielle, et puis il y a eu beaucoup de développement. Et puis à un moment donné, vers la fin des années 50, il y a eu un livre de Minsky. Minsky, c'est aussi des gens qui ont beaucoup travaillé sur le réseau de neurones, mais il a écrit un livre où il démontre mathématiquement que les réseaux de neurones n'ont pas d'avenir. Qu'il soit un réseau de neurones avec une seule couche ou même avec beaucoup de couches. Et comment il a fait ces démonstrations? Il a dit qu'en faisant vraiment de la mathématique intéressante et forte, que d'une part, ça ne généralise pas, et puis il y a beaucoup de minimums locaux, et puis, etc. Donc, ça ne va pas converger de toute manière, et si ça converge, ça va converger vers un minimum local. Et donc, c'est ce qui a provoqué ce qu'on appelle le winter, donc l'hiver de l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que quand on prend un réseau de neurones aujourd'hui qui marche, qui donne de bons résultats, par exemple les réseaux adversariaux, ce sont des réseaux de neurones qui mathématiquement ne doivent pas marcher. D'accord? Et on utilise les mathématiques standards, traditionnelles. Et c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui travaillent sur les nouvelles mathématiques. Ils essaient de développer une théorie pour le machine learning. D'accord? Ce que j'ai essayé de montrer vers la fin, avec la théorie de l'information. Donc ici. Pourquoi je dis ça aussi, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait en tête une certaine souplesse. Par exemple, la relue, c'est normalement, ce qui devrait marcher le mieux comme fonction d'activation, c'est la sigmoïde ou à la limite la tangente hyperbolique. Parce qu'il est souple, parce qu'il est infini dérivable, parce que malheureusement, ce qui a marché, c'est l'autre. C'est la relue. Et personne ne s'y attendait. Dans les problèmes d'optimisation, normalement, ce qui devrait marcher, c'est le fait d'utiliser, par exemple, des algorithmes sophistiqués
Mais ce qui marche aujourd'hui, c'est seulement le fait de prendre un exemple et d'utiliser le gradient conjugué, la descente du gradient, même pas le gradient conjugué. Et ce qui marche le plus, c'est ce qui marche le mieux, ce qui est anormal. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est vrai, peut-être, parce que ce qui change par rapport aux mathématiques, c'est qu'ici, nous avons beaucoup de données, énormément de données. Quand je prends le x ici, c'est parfois des milliers, des millions de nombres. Et les paramètres aussi, c'est des millions, peut-être des milliards de composantes, parce que le double dans θ. Et quand on a ce nombre, ce volume, ces dimensions, tout ce qu'on savait avant doit être revu. Parce que lorsqu'on a… déjà ici, il y a un grand problème aussi qui a été soulevé par Minsky. Il dit que vous utilisez beaucoup de poids et seulement quelques variables. Dans un réseau de neurones, nous avons beaucoup plus de poids que de x1, x2, x3 qu'on va mettre à l'entrée, et puis que de y1, y2 qu'on va trouver à la fin. Ce qui est mathématiquement, c'est normalement, ça ne doit pas donner de bonnes solutions. Et pourtant, ça donne de bonnes solutions. Donc, les gens sont en train maintenant de construire une théorie pour les réseaux de neurones, et ce n'est pas facile, et ils utilisent des choses très compliquées, mais qu'on doit aussi découvrir avec eux. Pour la méthode qui fait grandir, donc une question, on va bientôt terminer puisque 19h est déjà passé 5 minutes. Pour la méthode qui fait grandir les points, donc la TDA, la Topological Data Analysis, est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour détecter la corrélation entre les caractéristiques? En général, on l'utilise pour classifier des objets et pour identifier, par exemple, un cheval ou à l'aide des invariants. C'est-à-dire la réduction. Oui, bien sûr, on l'utilise pour la réduction des données. Et puis, entre parenthèses, je glisse aussi autre chose. C'est qu'on veut utiliser la théorie de l'information parce que les données que nous avons, les gens ont démontré que pour faire une classification, on n'utilise pas toutes les données de départ, mais juste une quantité minime. Donc, on cherche à utiliser la théorie de l'information. Parce que l'information, l'entropie et l'information, c'est une mesure de l'information réelle, pas le nombre de données. Donc, ça peut être utile. Et puis, une dernière, j'ai une question, s'il vous plaît. Comment on peut choisir les valeurs des billets? Ça se choisit aléatoire par le réseau lui-même. D'accord? C'est par apprentissage. Se comportant comme une boîte noire. Et puis, la théorie de l'information aussi, elle est là pour essayer d'ouvrir la boîte noire. En 1950, Alan Turing, c'est lui qui a introduit le concept. Oui, bien sûr, Alan Turing, pas lui. Alan Turing était en Angleterre. C'est à Dortmund, dans une conférence, que le mot intelligence artificielle a été introduit. Donc, Turing a été connu surtout par le test, associer l'intelligence et le langage, en gros, donc le fameux test de Turing, mais le mot intelligence artificial intelligence a été prononcé à Dortmund. Voilà, donc je pense que c'est bon. Merci, M. Jawed. Merci à vous, donc merci pour votre présence. Et on va continuer peut-être à chaque fois. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci.